Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance qu'on accorde à un récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. Mais d'abord, qu'est-ce que l'histoire? Avec un grand H. L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Pour nous tous, l'histoire est concrète, décrite, immuable. Il y a des dates ou des événements dont on est parfaitement sûr. On les a apprises à l'école ou dans un livre et on sait. On en mettrait littéralement sa main à couper que ces dates sont exactes. Comme par exemple Marignan, 1515, la prise de la Bastille, 1789, Christophe Colomb en Amérique, 1492, Robespierre, Galilée, Ravaillac, la guerre de 100 ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l'école, nos ancêtres, les Gaulois. Souvent, presque toujours, le récit du vainqueur est celui qu'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque traversée par des courants de pensée qui sont directement liés aux moyens d'information disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. Elle est mouvante, elle évolue, s'estompe et s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Ensuite, qu'est-ce qu'une histoire? Une petite histoire. Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenez une religion au hasard, le christianisme, inspiré du judaïsme d'ailleurs, par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible, sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit? L'Arche de Noé, le Jardin d'Éden, la multiplication des pains, la Pentecôte. Des histoires sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique et spirituelle, mais des histoires. Au nom desquelles des millions de croyants, chrétiens, protestants, musulmans ou bouddhistes, se sont entretués au cours des siècles dans le seul but de défendre leur histoire. Alors je repose la question. Qu'est-ce qu'une histoire? C'est un fait divers daté du 14 juin 2001 dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechta Layadat. Dans ce petit village du Nord, c'est la perplexité qui règne. Cela fait maintenant un mois qu'Alia Ben Mahmoud, 34 ans, et sa fille Jeanne, 15 ans, ont disparu. Le 17 mai 2001 au matin, un voisin les croise toutes les deux. Elles ne semblent pas inquiètes. C'est la dernière fois qu'on les voit. Le 23 mai, une commerçante passe chez elle livrer des courses et ne trouve personne. Elle s'inquiète et alerte l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Il ne trouve aucune trace de violence, aucune marque d'effraction. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo et plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle. Bonsoir. Leur maison était isolée à 15 km de toute autre habitation. Il y a quelqu'un? Une battue a été effectuée, sans succès. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est absolument incroyable de trouver ça comme ça en plein désert. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, je suis complètement perdu. Je roule depuis des heures, j'ai laissé ma voiture là, devant. Vous voulez une chambre? J'ai pris des pistes invraisemblables, il y avait des panneaux dans le mauvais sens, parfois il n'y en avait pas du tout. Oui, je veux bien une chambre, oui, merci. Jeanne, oui, c'est très mal indiqué. Oh, c'est très mal indiqué, je me suis retrouvé derrière la palmeraie, là. Non, merci, je vais rester debout. Après des heures de voiture, ça... Mais... Ça vous vient, cette magnifique bibliothèque? Un héritage? Un héritage de famille, bien sûr. Vous avez des origines françaises? Qui n'en a pas? Des origines françaises, bien sûr. Votre père? Ma mère. Ah, votre mère? C'était donc sa bibliothèque? Non, celle de ma grand-mère. Ah, sa mère à elle? Non, de mon père, algérien. Ah, c'est donc votre grand-mère algérienne qui vous a légué cette magnifique bibliothèque? Et la maison. Et la maison aussi? Oh, bah tout se transmet par les femmes, alors.
En quelque sorte. Et votre mari, il n'est pas là? Non, mon mari n'est plus là. Oh pardon, excusez-moi. Je ne voulais pas. Mais quoi, il n'est plus là, il est mort? Non, il a divorcé. Il est rentré en France. Ça fait 6 ans. Et en Algérie, quand un homme divorce, la femme n'a droit à rien. Alors, avec Jeanne, nous sommes venus vivre ici, à Mechtalayadad. C'est le seul bien qui nous reste, mais c'est pas facile. Oh, excusez-moi, je vous écoute, hein, mais je n'ai rien mangé depuis ce matin. On va vous préparer quelque chose. Oh non, pas du tout, pas du tout. Mettez-vous assise, je vais m'en occuper. Je peux prendre ces 2 petites tomates là? Oh, oui, oui. Oh, peut-être 3, elles sont vraiment petites. Vous inquiétez pas, la cuisine, ça me connaît. C'est bien un oignon, ça? Oh, je plaisante. Donc vous disiez, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile ici d'être une femme seule. Ce n'est pas facile d'ailleurs en Algérie d'être une femme. Vous avez entendu parler du code de la famille? C'est Bouteflika? Oui. Toute sa vie, la femme algérienne doit référer à l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin ou d'un homme. La femme est considérée comme une mineure toute sa vie. Vous savez, hein, en France, jusque dans les années 60, une femme n'avait pas le droit d'avoir de chéquier. Dans les années 60, en Algérie, en 2001, on en est encore au même point. Leurrés de respects apparents dans une servitude réelle, traités en mineurs pour nos biens, punis en majeurs pour nos fautes. Ah, beau marché. Ça, c'était un féministe. Il écrit ça en 1778, et 3 siècles plus tard, c'est toujours valable ici. C'est intolérable. Mais pourquoi vous rentrez pas en France? Mais on ne veut pas rentrer en France, on ne veut pas partir. Partir, c'est renoncer, partir, c'est abandonner. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous me faites parler, et vous alors? Bon, tout le monde a une histoire. Vous avez une histoire, vous venez de me la raconter. Votre fille sûrement aussi a une histoire. Moi, je porte une histoire. J'ai croisé le chemin d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Racontez-nous. Oh non, c'est trop long. Ah, je vous préviens, on est très mauvais public. C'est pour ça qu'on aime les livres. On les ouvre, on les ferme. Si votre histoire nous ennuie, on vous le dira. D'accord. Alors c'est l'histoire d'un homme qui est seul dans sa voiture et qui est complètement perdu. Non, ça c'est vous, sur la route tout à l'heure. Pas du tout. Cette histoire commence en France. Un jour de mars 1988. En pleine forêt des Ardennes, à la nuit tombante, il pleut depuis des heures. Et cet homme, seul dans sa voiture, cet homme est perdu. Il ne sait pas où il est. Il ne sait plus très bien qui il est. Il sait juste une chose. Il cherche son chemin. Putain de merde! Oh, putain de merde! Madame, ici, oh! Je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Vous cherchez le château? Quel château? Non, je cherche Linchamp. Le château perdu? Non, je cherche Linchamp. Ah! Alors vous allez continuer tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite. Ensuite, vous continuez sur 3 km. Vous arrivez à Nouzonville. Sur la place du village, il y a un café. Vous entrez dans le café, vous demandez à la patronne, elle vous indiquera. Non, je cherche Linchamp. Putain! On va bientôt fermer. T'es perdu, tu cherches le château? Quel château? Mais t'as pas lu le routard? C'est une légende. Un château perdu dans une forêt, habité par une princesse. Non, moi je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Un petit café là-bas? Ouais, ok, un café. T'es pas du coin, toi, t'es d'où? Région parisienne. Bon, vous connaissez Linchamp ou pas? Bah, si on connaît Linchamp, on est de Nouzonville. Bon, quand tu sors du café, tu prends à gauche, deuxième à droite, tu sors de Nouzonville, tu fais première à gauche, première à droite, là, t'arrives sur un carrefour avec une vieille ranch qui a cramé. Tu verras, sur ta droite, t'as la départementale qui va vers Charleville. Toi,
tu prends pas ça. Toi, tu tournes à gauche et tu vas tout droit sur 2 km, 2 km 5, 3 bornes à tout casser. Là, tu verras une forêt avec des grands chênes. Tu peux pas la rater. Tu traverses. D'ailleurs, si tu as 5 minutes, tu regardes sur ta droite, il y a des champignons gros comme ça, des cèpes. J'en ai ramené la semaine dernière à Josie. Josie, les cèpes, elle nous a fait une omelette succulente. Tu traverses, t'arrives sur un pont qui passe au-dessus de... Mais écoute-moi, parce que c'est là que tout le monde se gourre. T'arrives à une espèce de vieille fourche merdeuse à 4 routes. Surtout, tu prends celle du milieu. Et tu y vas mollo, mais mollo sur la vitesse, parce que au kilomètre 3, il y a une chicane super vicieuse. Il y a 6 mois, il y a Jeannot, le fils du facteur, qui s'est foutu en l'air. C'est le fils d'Éric. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fils d'Éric. Mais non, il y a 6 mois, c'est le fils de Jeannot qui s'est planté. C'est le fils d'Éric. Mais non, il y a 6 mois sur la chicane, c'est pas le fils d'Éric. Excusez-moi, vous avez le téléphone? Juste là. C'est ta pièce. Oui, allô? Oui, allô Sylvie, c'est moi. Mais t'es où là? Tu percutes que t'es pas allé Oui, je chercher sais, je t'ai pas appelé, Justine? J'en peux plus de toi. Oui, ben j'ai pas pu aller chercher Justine. Une fois je te demande un truc, mais t'es Sylvie, pas c'est pas capable le moment là. d'assurer. Sylvie, tais-toi, s'il te plaît. J'en ai marre, ça fait 6 ans que Sylvie, tu oui, traînes je comme sais un que je suis pas- gueulier. Là, j'en peux plus, j'en ai ras Sylvie, c'est pas le moment, là, arrête, Un s'il te plaît. minable de père, un minable d'homme, un minable de mari. Tais-toi, bordel. Je ne veux plus t'écouter, je ne veux Mais tu vas fermer ta gueule, putain! Allô? Allô, Sylvie? Putain! Bon, t'es où là? Je sais pas, je suis dans un bled, Gouzinville. Nouzonville. Ouais, bref, Nouzonville. Je suis paumé, je suis dans les Ardennes. T'es allé voir ton père? Mon père est mort. Il m'a appelé ce matin, il a fait une crise cardiaque, j'étais au boulot. Il est mort. C'est pour ça que je suis pas allé chercher Justine. Enfin, ça fait 2 heures que je tourne en rond dans la forêt, là. Il pleut, j'en peux plus. Allô? Allô? Sylvie? Ah bah si tu mets pas de pièce au bout d'une minute, ça coupe, hein. Alors, viens là, pour la chambre, je t'explique. Monsieur Martin? Monsieur Martin? Monsieur Martin? Vous êtes bien Monsieur Martin? Ouais. Oui, maître Favreau, on s'est eu au téléphone pour... Ouais, est-ce que vous avez les clés de la maison? J'aimerais rentrer, là. Oui, j'ai les clés, mais elles sont chez moi. J'habite juste en face, là. C'est pour ça que je vous ai vu par la fenêtre. Bon, on ne va pas rester sous cette pluie. Venez, venez. On a dû nous préparer quelque chose. Une petite boisson chaude. Ah, vous êtes là. Joséphine? Vous êtes arrivée, enfin. Oh là là. Installez-vous, installez-vous. Et le monsieur a se défaire. Je vais prendre votre... Ah, ça va, merci. Qu'est-ce qui tombe? Voilà. Vous êtes sûr, un petit café? Non, je viens d'en prendre un, merci. Merci, merci Joséphine, ça ira. Bien. Toutes mes condoléances d'abord, monsieur Martin. Nous aimions beaucoup votre père. Vous avez une sœur également, une sœur aînée, Camille. Oui, Camille, oui. Et Camille, elle vit aux États-Unis, je crois. Non, au Canada. Au Canada, c'est ça. Vous avez réussi à la joindre? Oui. Tant mieux, tant mieux. Oui, j'ai bien connu votre père. Nous étions voisins, vous voyez. C'était un homme charmant, un peu secret, mais on sentait un grand érudit, un grand lecteur. Il avait été journaliste, il me semble, par le passé, avant de venir s'établir ici. C'était vraiment... Enfin, nous l'aimions beaucoup. Beaucoup. Oui, je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui, mais... Je pense que vous le connaissiez mieux que moi. Est-ce que je pourrais avoir les clés de la maison? J'aimerais vraiment rentrer. Oui, mais non, ce n'est pas possible avant que vous procédiez à la reconnaissance du corps à l'hôpital, à Bonny. Non, mais vous Bonny-sur-Meuse. Vous plaisantez, là, c'est une plaisanterie. Ah, ce n'est pas une plaisanterie, c'est la procédure légale. C'est à 20 km à peine, je vous emmène si vous voulez. À Bonny-sur-Meuse? Bah oui. Bon, vous avez assez roulé aujourd'hui, je vous emmène, venez avec moi. Oui, on ne peut pas investir la maison d'un défunt tant que l'identification du corps n'a pas été prononcée par un membre de la famille.
Monsieur Martin? Non, c'est monsieur. Vous me suivez? Je vous attends en bas. Mademoiselle, vous pouvez rester? Il a l'air gentil. Il était très gentil, tout le monde l'aimait, comme ma sœur. C'est des gens qu'on aime, des gens qui savent parler. Moi, je sais pas parler. Pourquoi elle n'est pas là, votre sœur? Camille, elle vit au Canada, elle est prof d'histoire. Et vous? Moi, je suis dans la restauration. Mais moi, je suis pas comme eux. J'ai jamais été comme eux. Bon, le tout c'est de trouver la bonne. Hein. Je ne connais pas ce trousseau. Non, c'est pas ça. Pas celle-ci. Heureusement qu'il ne pleut plus. Hein. Si c'est pas celle-là, je me suis trompée de trousseau. Ah si, voilà, voilà. Suivez-moi. Oh là, oh là. Vous savez où se trouve la lumière parce que... Non, c'est la première fois que je viens. Mon père s'est installé ici il y a 10 ans. Attendez, attendez. Je vais trouver. Voilà. On se demande bien pourquoi. Oh, belle bibliothèque. Hein. Oh ben je savais que votre père était un grand lecteur, mais je ne soupçonnais pas un tel trésor. Oh ben alors ça c'est un beau livre. Le Comte de Monte Cristo. Attendre et espérer. Vous ne l'avez pas lu? Non, non, moi je lis pas des livres. Oh, cette édition est magnifique. Originale en plus. Et paraphée. Pour Adélaïde qui se reconnaîtra. Et moi, je veux vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur le Ministre. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Mon Dieu, excusez-moi. Voilà, bien, en ce qui concerne le testament de monsieur votre père, je ne peux pas vous en faire lecture aujourd'hui car votre sœur n'est pas là. Mais je peux vous en livrer officieusement une partie du contenu, car votre père m'en avait beaucoup parlé avant d'en établir la rédaction définitive. Bon, il n'y a pas que de bonnes nouvelles, je suis navrée de vous le dire, il y a surtout des dettes. Non, pas des grosses dettes, des petites dettes ici ou là, surtout à des libraires. Très bien, on vendra la maison alors. Ah non, ça n'est pas possible. Votre père n'était pas propriétaire de cette maison, il la louait. Alors on vendra les bouquins. Il y a une dernière volonté. On ne peut pas vendre les bouquins. Non. Les livres, vous en ferez ce que vous voudrez. Votre père a souvent émis, à plusieurs reprises, le souhait très vif d'être inhumé ici même à Linchamp. Quoi? Votre père souhaitait être enterré à Linchamp. À Linchamp? À Linchamp, oui. À Linchamp ici? Il n'y a à ma connaissance qu'un seul Linchamp en France. Mais c'est n'importe quoi, le caveau familial est dans le sud. Il y a un cimetière à Linchamp? Mais absolument, nous avons un très joli petit cimetière. Il est un peu à l'abandon, c'est un modeste cimetière. Bien. Et qui s'en occupe? Ah, ce serait Michel, un personnage. C'est le fossoyeur de la commune. Il prend également soin des tombes abandonnées. Je vais lui dire de vous appeler. Allô? Allô, c'est Michel. Hein? Michel Le Bourreux. Hein? Michel, c'est Michel. Ah, Michel, oui, Michel. Il y a un problème pour votre père, il y a un problème. Ah, mais il est quelle heure, là? Le cimetière est plein, il est complet. Le cimetière est complet. Écoutez, j'ai une solution. Rejoignez-moi au cimetière. Demain? Non, maintenant, il peut plus. C'est juste derrière l'église. Ah, mais il est quelle heure, là? Ah, tout de suite. Putain.
Monsieur Martin, bonsoir, Michel Le Bourret, enchanté. On se tutoie, hein? Oh, ce que tu ressembles à ton père. Michel, la lampe. Ah, excuse-moi. Viens, c'est par là. Bonsoir, Madame Bellechasse. Bonsoir, Monsieur Legendre. Mais marche pas sur Madame Bellechasse. Tiens, t'as pas peur, j'espère. Faut pas avoir peur, ce cimetière, c'est comme chez moi. Jusqu'au 19e siècle, les cimetières, c'était des lieux de vie. On y faisait pousser des fruits, on y faisait sécher du linge, on y dansait, on y forniquait même. Les prostituées, elles ramenaient leurs clients ici. Michel. Ah bah, c'est ton père qui m'a appris ça, hein. Avant, les vivants vivaient en harmonie avec les morts. Aujourd'hui, les morts, on les respecte trop comme des pièces de musée. Michel. Bah, tu sais ce qu'il m'a appris d'autre, ton père? Au milieu du XVIIe siècle, il y avait un type qui s'appelait Jacques Duclos, un bagnard condamné à perpète. Et ben en 1666, la ville de Toulouse, qui trouvait pas de candidat pour devenir bourreau, et ben elle a proposé à Jacques un marché. S'il devenait bourreau officiel de la ville, on annulerait sa peine. Et il a accepté. Et Jacques Duclos est devenu Jacques le Bourreau, dit Jacques le Borreux. Et le Borreux, c'est mon nom, Michel le Borreux. Et Jacques, c'est mon ancêtre. C'est ton père qui a trouvé tout ça dans ses bouquins. Ah ouais? Ouais. Et Jacques, il a engendré une lignée de 15 bourreaux. 15 générations de le Borreux. Ah. Du coup, toute ma famille s'est spécialisée dans les métiers de la mort. Les femmes, elles étaient couseuses de linceul ou ensevelisseuses, tu sais, c'est celles qui nettoyaient les cadavres. Et puis les gars, eh ben, ils étaient croque-morts, porteurs à bras, menuisiers. C'était des gens pauvres mais qui travaillaient dur. Et les Leboreux, pendant la révolution industrielle, on a même fait fortune. Dans nos fonderies à Charleville, on fabriquait des grandes croix en fonte, vendues dans tous les cimetières de France. Et puis on a tout perdu. Ouais. Son père, il m'a appris tout ça. Ouais. Il m'a aussi appris à apprécier mon héritage et à en être fier parce qu'avant, j'étais perdue, moi, dans les cimetières. Mais mon père était fossoyeur, je suis fossoyeur et j'en suis fière. Et ce soir, je vais enfin pouvoir le remercier. Ah, la voilà. C'est la plus vieille tombe du village. Elle a plus de 100 ans. C'était sa préférée. Antès? Antès. A-N-T-E-S. C'est pas un nom du coin. 20 ans que je travaille ici, il n'y a jamais personne qui est venu la fleurir. Qui que soit cette Antès, ça fait belle lurette qu'il n'a plus de descendants. On enlève la pierre tombale, on sort le cercueil, on l'enterre à côté du cimetière. Non mais Michel, on peut pas faire ça. Mais si, moi je les connais bien, les corps. Au bout de 100 ans, c'est plus que de la poussière et des os. Ah, il n'y a plus de place au cimetière de Longchamp pour ton père, eh ben on va lui en faire de la place. Viens mon pote, je les pèle dans la remise. Oh putain! Comment ça? Ils ont déterré un cercueil en plein milieu de la nuit? Absolument. Ils sont allés chercher des pelles, ils ont poussé la pierre tombale, ils se sont mis à la pelleter. Bon, la terre était un peu humide, ils avaient froid, mais l'effort les a vite réchauffés. Et au bout d'une heure, ils touchèrent le cercueil. Un cercueil magnifique, en chêne massif, orné de poignées de bronze. C'est bizarre, ça. Un cercueil de riche dans une tombe de pauvre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sort ou on le laisse? Bah, on le sort, hein. En soulevant le cercueil, les deux hommes ont tout de suite constaté que celui-ci était anormalement lourd. Putain, mais ils sont combien là-dedans? À tel point que l'un d'eux a lâché, le cercueil est tombé brutalement et s'est fracassé sur le sol. Michel, il y a quoi là-dedans? C'est pas possible. Bah quoi? C'est pas possible. Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? Quoi? C'est rempli de livres. Des livres? Des livres? Quoi des livres? Comment des livres? Pourquoi des livres? C'est qui cette Antès? Celui qui est enterré dedans ou celui qui a mis les livres à l'intérieur? Je n'en sais rien. Et comment ça, vous n'en savez rien? Je n'en sais rien, c'était des livres, la tombe était libre et on a enterré mon père. Mais les livres, ils les ont pas ouverts. Mettez-vous à ma place. Mon père venait de mourir, j'étais en plein divorce, j'étais en pleine forêt des Ardennes en train de creuser une tombe en plein milieu de la nuit. Et attendez. Je croyais que ce n'était pas votre histoire. Moi, je croyais que vous étiez le notaire. Le notaire? Non.
C'est vous, monsieur Martin? Ce type-là, c'est vous? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Mais j'étais un autre homme, j'étais perdu, j'étais déboussolé, j'étais tourmenté. Mais oui, c'est bien moi. Mais là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais aller me coucher, j'ai roulé toute la journée. Ah non! On veut savoir la suite. Pourquoi vous riez? Mais parce que c'est Dumas, c'est Dumas. Quel rapport avec Dumas? Mais tout à l'heure, vous étiez là à me dire, ça nous intéresse pas, on est mauvais public, et maintenant vous seriez prête à me déchiqueter pour connaître la suite. Et ça, c'est la règle numéro 1 du feuilleton, tel que l'a inventé Dumas. Le suspense de bas de page, qui vous fait acheter le journal du lendemain pour connaître le chapitre suivant. 20 ans après, Bragelonne, les Trois Mousquetaires, le comte de Monte Cristo. On s'en fout de Dumas. On veut savoir la suite. D'accord. Des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cet Antès? Celui qui a enterré là ou celui qui a mis les livres dedans? J'en sais rien, moi. Mais tu veux pas les lire, les livres? Mais je m'en fous des livres. Mon père vient de mourir, je suis en plein divorce, je suis en train de creuser une tombe en plein milieu de la nuit, en pleine forêt des Ardennes, dans la boue, à espérer que la pluie se remette pas à tomber. Mais ils ont peut-être plus de 100 ans, les livres. Mais je suis pas dans les mythes et les histoires, moi. Moi, tous les matins, je me réveille à 6h du mat pour aller couper de la viande. Et tout ce que je veux quand je rentre le soir, c'est allumer la télé pour m'endormir devant. Parce que j'ai le dos cassé. Tu comprends ça? J'ai le dos cassé. Bah, on fait quoi, alors on les jette? Bah, prends-les, ils sont à toi. Ah non! C'est ton père qu'on va enterrer là, c'est ta tombe, c'est tes livres, c'est ton héritage. Ok. On les met dans le coffre de ma voiture, ça marche? Ça marche. Et après? Ils les ont lus, ces livres? Non. Non, comment non? Ben, je suis rentré me coucher. Mais après? Après, j'ai enterré mon père, j'ai fait le ménage. Le soir venu. Alors le soir n'est pas vraiment venu. Lorsque je suis arrivé chez mon père, c'était presque le matin. Alors j'ai dormi 3 heures, et puis il fallait appeler les pompes funèbres pour organiser l'enterrement. Qui allait venir? Ma mère morte, ma femme, ma soeur. Votre sœur? C'est compliqué. Et donc vous êtes rentré sur Paris? Non, je ne suis jamais retourné sur Paris. Pourquoi? Je ne suis jamais arrivé à Paris. C'était la nuit, il pleuvait toujours, j'étais fatigué, au bord de l'épuisement. Je me suis arrêté à une station-service, je me suis pris un café, et je suis retourné vers la voiture. La voiture était pleine de livres. On n'avait pas eu la place de les mettre tous dans le coffre. Il y en avait sur le siège passager. J'en ai pris un. Ce n'était pas un livre, c'était un carnet manuscrit. Et là, je suis rentré dans l'histoire. Enfin, nous touchons au but. La mort de Karim et d'Abbès ne sera pas vaine. Devant moi se dresse la fontaine. Elle rayonne de simplicité. Plus tôt ce matin, nous nous sommes baignés dans le lac. Nous avons fait nos ablutions. Nous avons remercié le Tout-Puissant de nous accueillir au village. Les Français sont encore loin. Je suis sereine. Nous avons au moins 3 jours devant nous. La fontaine est magnifique. La pierre est sculptée, les ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, puis un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Il semblait nous connaître, il semblait nous attendre. Le trésor des Saxe de Bourville est ici. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Les Français sont encore loin. Les Prussiens ne savent même pas que nous sommes en Alger. Nous sommes les premiers à atteindre la fontaine de Sidi Zouaoui. Sidi Zouaoui. Vous connaissez? Sidi Zouaoui en Algérie. Vous connaissez? Oh, c'est un village. Il y a là quelques maisons. C'est loin d'ici? Non, enfin 50 km. 50 km, je peux y être en 1 heure. Oh, pas plus. Comment je fais pour y aller? Vous remontez la route d'Ain Tagrout, vous passez par Benina, après c'est de la piste, mais... Oh, je suis en jeep, j'y vais. Attendez. Quoi? La suite de l'histoire. Non, mais je devrais y aller. Je vous donne combien pour la chambre et pour le repas? Rien, mais la suite de l'histoire. Il faut vraiment que j'y aille. S'il vous plaît, je viens avec vous.
Mais, et votre fille? Jeanne, je viens aussi. Oh bah parfait, nous serons de retour dans 3 heures. Jeanne, monte à l'arrière, monte dans le coffre. Et après Ah bah après, j'étais harponné. Je me suis dit, c'est quoi ce carnet? J'ai regardé la date, 1832. 1832? C'est le début de l'invasion française en Algérie. Oui. Ensuite, j'ai regardé les autres livres. C'était tous des carnets. Une écriture manuscrite, une écriture d'une femme. J'ai regardé la date, au début de chaque carnet, et j'ai trouvé le premier. 17 mai 1822. On est le 17 mai. C'était il y a 150 ans. 179 ans. 179 ans. Et c'était encore en Algérie? Attendez, là, je tourne à gauche, là? Non, tout droit, tout droit. D'accord. Alors, où est-ce que j'en étais? Le premier carnet. Ah, le premier carnet. Alors, je suis remonté vers la station-service, je me suis installé, je me suis pris à manger, et j'ai ouvert le premier carnet. 17 mai 1822. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Après tout, cela semble évident. C'est aujourd'hui que tout commence. C'est ici, dans cette diligence. Le temps est médiocre. Il pleut à grosses larmes, les routes sont boueuses, l'intérieur est humide. Mais mon cœur, enivré de tant de sensations nouvelles, fait des bonds majestueux et fait résonner ma poitrine si fort que je l'entends et cache mon trouble à grand-peine. « Villers-Cotterêts! Villers-Cotterêts » a crié le cocher. Un homme est monté. Nous sommes 2 dans la diligence qui m'emmène au commencement de tout. Vous allez trouver cavalier ce moyen d'entamer la conversation, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous voyagez seul. Vous êtes fin observateur. Pardonnez-moi, c'est que je suis tellement content de voyager en compagnie d'une jeune femme que ma bouche ne parle avant même que ma tête ne lui en ait donné la permission. Mais parlez, j'aime à entendre. Il est beaucoup de gens pour qui la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. C'est joli, mais ce n'est pas de vous. Non. Savinien, Cyrano de Bergerac. Parfaitement. Et je rajouterais même que ce n'est pas de lui non plus, car Sénèque disait déjà « Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus parler ». Et La Fontaine de conclure « Il est bon de parler et meilleur de se taire ». Mais si tous font tant l'éloge du silence, pourquoi est-il si bon de parler? C'est un vaste sujet, monsieur, sur lequel j'ai, si vous le permettez, une théorie que j'ai eu loisir de développer. Rien ne me ferait plus plaisir que de l'écouter. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Poursuivez. La vie est un récit, et chaque vie et chaque récit sont eux-mêmes composés de plusieurs récits, d'une multitude, d'une infinité de récits. Tout est fiction. Tout? Tout. Et en ce monde, celui qui détient l'information, celui qui détient les clés du récit, celui qui raconte mieux que les autres une histoire, devient le maître. Et peu importe les titres de noblesse et les privilèges, l'homme qui raconte bien peut lever des armées et embraser des nations. Embraser des nations. Un jour viendra, vous verrez, où l'information sera totale et immédiate. Un jour viendra où l'être humain sera noyé par un flot incessant d'informations et de récits, car il sera relié à tous les êtres humains de la Terre. La presse remplira bientôt cet office. Et qui contrôlera la presse, contrôlera le monde. Pensez donc, s'il existait quelqu'un capable de raconter des histoires si extraordinaires qu'un chapitre seulement paraîtrait chaque matin et que ce chapitre serait si passionnant qu'il faudrait acheter le journal suivant pour connaître la suite. Et l'on serait alors lié aux nouvelles que colporterait ce journal. Et alors on pourrait faire croire n'importe quelle ineptie aux hommes, et les hommes iraient jusqu'à prendre les armes et s'entretuer, car lorsqu'ils veulent être libres, ils n'ont pas d'autre façon de faire entendre leur voix que de tuer et de mourir. Vous voilà bien sombre d'un seul coup. C'est que je porte des siècles de douleur, et c'est un lourd fardeau. Mais vous, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Vous montez à Paris pour la première fois? Beaucoup de questions d'un seul coup. Je suis, fort peu de choses à vrai dire. Fils d'un général d'armée à la brillante carrière militaire, je ne suis qu'un petit saute-ruisseau. J'ai 20 ans et je monte à Paris pour y être clerc de notaire.
Et pourquoi pas y écrire moi-même un vaudeville ou deux? L'ambition ne vous dévore pas. En faut-il un homme pour être heureux? Vous devez bien nourrir en vous au moins une passion dévastatrice. Peut-être. J'aime... Mais vous allez penser que je dis ça pour vous plaire. Mais j'aime raconter des histoires. C'est drôle, effectivement. Je suis moi-même un piètre aventurier. Mais j'aimerais faire voyager des centaines, des milliers de gens en les emmenant avec moi à travers une immense épopée littéraire. Vous aimez le théâtre? Par la lecture, oui. Shakespeare, Molière, Marivaux, Goldoni. J'en ai usé des volumes entiers. Il ne me manque que de les avoir vus. Vous verrez, à Paris, vous serez nourri. Mais dites-moi, votre père. Oui. Vous dites qu'il a servi dans les armes. S'il s'est illustré, cela devait être pendant... La Révolution, bien sûr. Mon père était un grand républicain. Bien sûr. Vos yeux partent à nouveau dans le vague. Que veulent-ils dire? Jeune homme, nous ne nous connaissons pas, mais je puis vous affirmer, sans rire ni trembler, que passé cette nuit, nous ne nous reverrons jamais. Je porte une histoire que je n'ai jamais partagée avec quiconque et qui me pèse comme un fardeau. Je vais vous la conter et après vous, elle n'ira plus nulle part. Mais auparavant, vous devez me jurer sur ce que vous avez de plus cher que jamais vous n'en écrirez une ligne ni n'en parlerez à aucune autre âme humaine. Je serais un bien grand scélérat si je trahissais une parole donnée à une femme. Vous le jurez donc? Sur ma vie, sur ma mère, sur mes futurs enfants, je vous le jure. Mais parlez, quelle est donc cette histoire? C'est la mienne. Je suis née le 17 mai 1792. Le 25 avril avait eu lieu la première exécution. On murmure que son invention fut financée par des ennemis de ma famille. À ma naissance, on me fit évader. Je fus remise à une nourrice et à un maître d'armes qui me portèrent à cheval jusqu'à un petit castillon caché dans les collines de la forêt ardennaise. En cas d'invasion, il était prévu de me faire passer au royaume de Prusse. Mais personne ne va nous chercher. J'ai grandi dans ce château, élevé par les livres et par la nature. Mais quelle est donc votre famille? Une famille aussi noble qu'illustre. Un nom qui aujourd'hui ne résonne plus dans les oreilles des gens que dans les chansons et les légendes. Je suis Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville, dernière descendante vivante des Saxe de Bourville. Permettez-moi d'en douter. Doutez si vous voulez, doutez tout votre sou, mais gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement de pouvoir le dire enfin. Ma famille a vécu, ma famille a existé. Mon père, ma mère, ma tante, mes cousins, ils ont tous été guillotinés. Et toute trace d'eux a été effacée. Mais ils avaient vécu et préservé l'essentiel. Du moins, je l'espère. J'ai grandi dans ce château. J'ai lu les innombrables livres de ma famille. Et lorsque j'ai fini de les lire, je les ai relus et relus et relus. Mon maître d'armes est mort le premier. Ma nourrice est morte il y a 3 jours et je l'ai enterrée au bourg le plus proche. Et me voilà en route pour Paris. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui commence ma vie. Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville. Ne dites plus ce nom. Lorsque je poserai le pied hors de cette voiture, je serai devenue quelqu'un d'autre. Il me faut un nouveau nom, monsieur le romancier. Le prénom, je le garde. C'est celui de ma mère et de la mère de ma mère. Mais le nom, je vous laisse l'inventer. Il vous faut un nom plus simple, un nom d'aventurière. Oui. Un nom anglais peut-être? Non, l'Angleterre ne me tente pas, et puis je n'ai pas l'air d'une Anglaise. Espagnol alors? Mieux. Ferreira, Montoya, Montes? Plus simple encore. Antes. Antes? Antes, A-N-T-E-S. On arrive à Paris! Adélaïde Antes. Vous savez, vous devriez l'écrire, cette histoire, votre histoire. Mon passé ne m'appartient plus. Écrivez l'avenir, écrivez-moi. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous promettre. Ne promettez rien. Je travaille chez Maître Monceau, rue Wagram, Paris. J'attendrai de vos nouvelles, Adélaïde Antes. Et vous? Votre nom à vous? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas.
Allô? Allô? Bonsoir Camille. Martin? Tu vas bien? Bah putain, Martin, ça doit faire au moins 10 ans, mais... Ouais, ça va. Allô? Allô? Papa est mort. Il a fait une crise cardiaque, il est mort. On m'a appelé pour reconnaître le corps. Et je l'ai enterré. Pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé? Bah, j'en sais rien, c'est moi, c'est tout. Il est enterré à Vinchamp, il nous lègue des dettes. Ne vends pas les livres. D'accord. D'accord? D'accord. Et la maison? On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. Ça va, toi? On en reparlera. Bon, bah, je t'embrasse. Ouais, moi aussi. Ah, au fait, Ouais. juste un petit truc. Non, c'est certainement une connerie, mais il avait quel âge, Alexandre Dumas, en 1822? Tu me poses une colle, là? Ah, c'est parce que je lis un bouquin. Ouais, tu lis un bouquin. Bon, laisse tomber. Attends. Dumas, en 1822, il a 20 ans. C'est l'année où il monte à Paris. Et il vient d'où? Villers-Cotterêts, il me semble. Allô? Allô? Ouais, merci. Ah, et juste encore un dernier truc. Ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Je sais pas, j'ai entendu, c'est tout. Ouais, t'as fouillé les papiers de papa. Mais non, je l'ai entendu à la radio ou dans une émission, je me suis dit que tu saurais. Saxe de Bourville. Saxe de Bourville. C'est une légende, une grande famille, très très vieille noblesse française, qui aurait possédé une fortune gigantesque. Un trésor à la Monte Cristo, tiens. Un trésor? C'est une légende. Ils auraient supposément tous été guillotinés sous la terreur, mais on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Martin. Ouais, mes parents avaient beaucoup d'humour. Et après Bah après, j'étais transformé, conquis. Je me suis retourné vers la station-service pour prendre le carnet suivant et... Putain de merde! La voiture avait... Quoi, putain de merde? Attendez, il dit quoi le panneau là? Si dis-moi oui, on est arrivé, mais la voiture, quoi la voiture? Je me gare? Et Dumas, elle a vraiment rencontré Dumas? Je me gare. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez parlé de Dumas. Vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire? Regardez, La Fontaine. La pierre est sculptée, des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, puis un homme sans âge à la haute stature nous a fait signe d'entrer dans sa maison. La pierre est sculptée, des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue, et en liseré, entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine. Puis, un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Attendez, c'est ma voiture. Vous êtes le propriétaire du véhicule, monsieur? Oui, pardon, je m'étais mal garé, mais je vais la déplacer. C'est une voiture volée. Pardon? Il y a une plainte déposée, la voiture est enregistrée aux voitures volées. Non, mais attendez, il doit y avoir une erreur. Je l'ai acheté à un ami. Puis-je avoir le nom de votre ami? Bon, écoutez, j'ai pas le temps pour ça, je prends juste mes affaires, ça marche? C'est une voiture volée, monsieur. Vous allez passer la nuit en garde à vue. Ok, en garde à vue. Mais je peux prendre mes affaires. Vos affaires seront consignées avec la voiture et resteront au dépôt. Puis-je avoir votre pièce d'identité et les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Écoutez, je suis parti précipitamment de chez moi, les papiers du véhicule sont à Paris. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Elle est dans la voiture. Je me suis
branché dans la voiture pour récupérer la carte d'identité. Et juste avant que le policier ne me prenne le bras pour m'emmener au poste, j'ai eu le temps de prendre un carnet et le glisser sous mon manteau sans savoir duquel il s'agissait. Et vous êtes allé en garde à vue? Oui, à Rethel, un charmant petit poste de police. Mais cette voiture, vous l'aviez volée? Ah, merci. Oh putain, c'est chaud. Choukran, c'est ça? En berbère, on dit Saha. Ah, le Saha, ça a beaucoup. Ouawal Brani Chouf ou Lexa Hazi Men Setelier. Il dit que vous êtes le premier étranger à venir ici contempler cette fontaine depuis 6 générations. Est-ce qu'il sait de quand date cette fontaine? Zaman. Du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge? El Sabine Banoua. Elle a été construite par les croisés. Les croisés sont venus jusqu'ici? Akir Wahed Jamra. Il dit que le dernier étranger qui est venu ici était une femme. Jedi Stakbalha. Son ancêtre l'a accueillie. Kanat Toujit El Arabia. Elle parlait l'arabe comme une arabe. Atatou Flous. Flous? Elle a donné de l'argent à son ancêtre. Pourquoi? Warlouesh? Le Tepfer Aoul Alexa. Pour creuser autour de la fontaine. Ils ont trouvé quelque chose? L'arkon Heja? Manaresh. Et il ne sait pas. Erjat El Mras Ninhad. Quelques années plus tard, la femme est revenue. Umkin Michesh Bet Heja. Bet Heja? Elle a apporté un objet. Quel objet? Warshnou? Lawa. Un tableau. Un tableau? Il a toujours ce tableau? Ne jamais choufou, hein? Il y a la date 1832. Et on reconnaît bien la fontaine. C'est un très joli tableau qui a bien pu le peindre. Et l'homme là au turban, là, au fond, c'est son ancêtre? Et cette femme alors? Adélaïde. Comme elle est pâle. Qui a bien pu peindre ce tableau. C'est signé E de la... E de l'eau... Alors, portons-le au soleil. Eugène, y en a-t-il encore pour longtemps? Un instant, ma chère. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ni détruite. Que dites-vous? Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Il me croit sans doute dans un de ces bordels d'Alger. Je ne vous ai pas encore remercié au fait. Si vous n'étiez pas intervenu dans ce différend qui m'opposait au frère de la jeune fille... N'en parlons plus. Vous maîtrisez la langue arabe avec une aisance qui m'a confondu. Les salons et les livres n'apprennent pas tout. C'est tout de même un hasard extraordinaire que vous me trouviez alors que je vous cherchais. Il n'y a pas de hasard. Ici, on dit mektoub, le destin. Hop, hop, hop. Et la main sur le rebord. Et qu'avez-vous trouvé au pied de cette fontaine? Rien. Quelques mots gravés dans la pierre. Lesquels? Ils ne vous diront rien, c'est du grec. Gnosis esti pege tezoes. Le savoir est la source de la vie. Vous savez le grec? Je l'ai appris dans les livres et les salons. Le savoir est la source de la vie. C'est joli. Et rien d'autre? Pas de trésor d'aucune sorte? Non. Vous êtes souffrante? C'est le soleil. Vous avez fini? Bientôt, bientôt. Quel paysage extraordinaire! Et quel silence! Le vide et le silence font la beauté de ce pays. C'est à se demander ce que sont venus piller les Français. On ne peut pas voler le désert. Non. Voilà. J'ai fini mon croquis. Montrez voir. J'ai inscrit votre phrase, ce sera le titre. Le savoir est source de vie. Non. Effacez-la, je vous prie. C'est un bon titre. Effacez-la, et en échange, je vous donnerai un conseil. L'année dernière, vous aviez présenté un tableau au salon officiel. La liberté? C'était un nom plus long, je crois. La liberté guidant le peuple. C'est cela, oui. Eh bien, reprenez-le et veillez sur lui avec l'attention d'un père pour son fils. Ce n'est pas mon préféré. Eugène, un jour, ce tableau, cette image, dépassera votre avis et deviendra le symbole d'une nation, bien plus qu'une nation, d'un idéal. Un idéal? Il représente l'unique justification valable de la guerre, la conquête de la liberté. En connaissez-vous d'autres?
Eugène, de tout temps, la guerre n'a été déclarée que pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même, au cœur de laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, s'est déclarée en une nuit dans un petit salon du Palais Royal, la nuit de la Saint-Sylvestre 1830. Vous plaisantez, j'y étais cette nuit-là au Palais Royal. Mais pourquoi croyez-vous qu'Alexandre vous ait envoyé à ma rencontre? Alexandre? Alexandre! 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 Regarde! Chateaubriand, Stendhal, Lamartine! Mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. La gloire et la fortune. Précisément! Séduis la bonne protectrice, fais rire le bon baron, et c'est une bourse ou un théâtre qui s'ouvrira à toi. Nous sommes à la cour! Oh, regarde, c'est le jeune Victor Hugo! Hugo? Allons, tu le vaux 20 fois. Non, non, il y a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. Ce n'est qu'un penseur. Oh non, un écrivain, un vrai. Bon, d'accord. Tu es un amuseur, un raconteur. Mais nous sommes des jouisseurs, non? Laisse-lui l'intelligence. On dit que le roi va peut-être passer. Oh, je m'en fiche bien du roi, Eugène. Tu as encore reçu un carnet? Une lettre, cette fois. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère. D'abord, elle est vieille, elle a 40 ans. 38. Ensuite, tu ne l'as vue qu'une fois et tu ne l'as même pas connue bibliquement. Je la connais mieux que ça. Je la connais intimement. Elle me raconte ses voyages, ses pensées, ses envies, ses doutes. Elle a tout fait, Eugène. Elle a traversé la Chine, les Indes, les Amériques. 20 fois, elle a failli mourir. Et 20 fois, j'ai tremblé pour elle. Monsieur Dumas tremble pour une invention. Qui te dit qu'elle ne t'envoie pas ses lettres de Bretagne au chaud dans un fauteuil? Tiens, elle a croisé sur sa route un certain Pierre Picot. Ça te dit quelque chose? Fiction, sans doute. Un roman extraordinaire. Un cordonnier envoyé en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Il y reste 7 ans. 7 ans. Et il se lie d'amitié avec un prêtre italien, voisin de sa cellule, qui, à sa mort, lui lègue une fortune colossale. L'a-t-elle seulement trouvé son trésor, cette Adélaïde? Moins fort, Eugène. Elle est sur sa piste au moment même où nous parlons. Oh, Alexandre. J'ai de la peine à te voir ainsi. Une bonne fois pour toutes, le trésor des Saxes de Bourville est un mythe. Les Saxes de Bourville eux-mêmes sont un mythe. Ne prononce pas ce nom ici. Mais Saxes de Bourville, c'est la fête. Tout le monde s'en fiche comme d'une guigne. Eugène. Le champagne rend sourd. Bonne année. 1830 sera une très belle année de paix, je te le dis. Monsieur Dumas, Oui. vous êtes prié de rejoindre le petit salon au fond du couloir à droite. Vous êtes attendu. La gloire et la fortune, Alexandre. Entrez, monsieur Dumas, je vous en prie. Asseyez-vous. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Non merci, j'ai assez bu. Votre ami parle beaucoup et un peu fort. Eugène aussi a assez bu. Tant mieux, ce soir c'est réveillon et puis nous sommes entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas? Comme votre ami Ferdinand Victor Eugène de la Croix, fils d'on ne sait trop qui, même si certaines rumeurs évoquent le prince Talleyrand. Et vous? Et moi? Alexandre Dumas, fils de... Fils de Thomas Alexandre Davy de la Pailletterie, dit Général Dumas. Général Dumas. Ah oui, votre père était un nègre, n'est-ce pas? Mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre. Et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, ma famille commence là où la vôtre finit. Eh bien moi, je suis Jules Auguste Armand de Polignac, comte de Polignac et prince du Saint-Empire. Ce sont des gens comme votre père qui nous pourchassèrent et nous massacrèrent.
Mais nous savions, monsieur Dumas, voyez-vous, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque peuple a besoin d'un roi pour le gouverner, et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place, tandis qu'il chasse et courtise les servantes. Je suis cette éminence, et en ce jour de l'an 1830, je suis le Premier ministre du Royaume de France. Et vous, vous n'êtes rien. D'un simple claquement de doigts, je puis vous faire disparaître de la surface de ce monde et personne ne s'en apercevra, alors je vous en prie, rasseyez-vous. Que savez-vous des Saxes de Bourville et ne perdez pas votre temps à nier, tout ce qui se dit dans ce palais m'est immédiatement rapporté. Je sais qu'il s'agit d'une légende. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ma mère, au cas où vous l'ignorez, était Yolande de Polastron, duchesse de Polignac, et amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai en 1778. Ma mère et la reine, alors 2 jeunes filles, avaient pour coutume et pour leur bon plaisir de parcourir déguisées, bien sûr, les bois et les campagnes. Rentrons, Majesté, la nuit est en train de tomber. Savez-vous bien le chemin du retour, Yolande? Je le crois, oui. Oh, je n'en suis pas si sûre. Ce devait être par ici. Yolande? Majesté, êtes-vous bien? Oh, je ne sais pas, Majesté, mais réveillez-vous! Oh là, quelqu'un! Ma mère était terrifiée. Puis, quelques instants plus tard, un homme apparut. Seul. Que se passe-t-il ici? Aidez-nous, monsieur, la reine est évanouie. Pouvez-vous la secourir? La reine? Pouvez-vous la porter jusqu'au château? Mais la reine, oui. Secourez-la, s'il vous plaît. Inutile de la porter, elle respire. Comment sauriez-vous ce qui est bon ou pas? Tenez, buvez, madame. Madame? Mais monsieur, pour ce matin, un cachot pourrait vous attendre. Taisez-vous, je vous prie. Vous sentez-vous mieux? Oui, merci. Mais par quel hasard mystérieux vous trouviez-vous dans ces bois, monsieur? Nul hasard, mesdames. Les terres sur lesquelles vous vous trouvez m'appartiennent. Et je méditais au bord d'un cours d'eau lorsque j'ai entendu vos cris. Vous sentez-vous fatigué ces temps-ci? Tous les jours, dans l'après-midi. Votre appétit? Variable. Êtes-vous régulièrement en colère? Plus que d'accoutumé. Bien. Avant que de partir, défaites un peu votre corset. Il comprime votre poitrine, ce qui induit l'évanouissement. Vous êtes donc médecin, mais de quel mal souffre la reine? La reine ne souffre de rien, mais le royaume de France aura dans quelques mois un héritier ou une héritière. Mesdames. Encore ce mesdames, mais quelle impolitesse! Yolande, est-il possible? Oh, n'en croyez rien, cet homme affabule! Yolande, toutes les prédictions de cet homme se sont avérées exactes. Vous le connaissez donc? Cet homme m'effraie autant qu'il me fascine. On le dit médecin, thaumaturge, sorcier et immortel. Quel est son nom? Il en possède plusieurs. Comte de Pellegrini, chevalier de la Sainte-Croix, Joseph de Balsamo. Mais les espions de Louis connaissent son nom véritable. Frédéric de Saxe de Bourville. Frédéric? De Saxe de Bourville. Ce nom ne vous est pas inconnu, apparemment. Je le croyais appartenir aux légendes de mon enfance, mais rentrons, Majesté, la nuit va tomber. Contez-moi votre légende en desserrant mon corset. Bien. Pardonnez-en les imprécisions. Je la tiens du père de mon père. Il y a de cela 7 siècles, l'Église mandait du soutien à travers toute l'Europe pour reconquérir la Terre Sainte. Ce fut alors qu'un roturier, nommé Guillaume, leva sur ses propres deniers une armée qui rejoignit Godefroy de Bouillon. Une armée de 4000 hommes. 4000 hommes? Au cœur de cette armée avançait sur des roues de métal un chariot au poids égal à 4 ou 5 de leurs catapultes. Mais que contenait-il? Un trésor immense. De l'or, des rubis, des diamants, des perles. Des perles? Mais d'où venait-il ce trésor? Je ne sais, Majesté, mais rentrons. Ils atteignirent Jérusalem et participèrent activement à la prise de la ville. Puis, la nuit qui suivit la victoire, le chariot, le trésor et les 4000 hommes s'évanouirent corps et âme dans les plaines almoravides. Mais attendez, Yolande, c'est ce trésor dont Louis me parle sans cesse, enfoui quelque part entre Jérusalem et Gibraltar. Ce trésor que les rois de France ont cherché pendant des siècles. J'ignorais cela. Et Guillaume, ce roturier? Lui et sa descendance demeurèrent invisibles pendant plusieurs générations. Et puis ils réapparurent en 1348, aussi soudainement qu'ils avaient disparu. Ils avaient acquis un nouveau nom, des terres bénies, une double particule. Vous voulez dire que... Frédéric de Saxe de Bourville est le descendant de ce Guillaume qui perdit 4000 hommes à Jérusalem en l'espace d'une seule nuit.
Et ce trésor, monsieur Dumas, ce trésor dort encore sous terre. Je n'y vois qu'une légende. Les Saxes de Bourville ont encouragé et fomenté ces mouvements de rébellion. Lorsque ma mère, exilée à Vienne, apprit que la reine avait été guillotinée, elle se laissa mourir de chagrin. Comprenez que je tiens cette famille pour responsable de la chute de la mienne. Donnez-moi cette lettre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donnez-moi cette lettre, ou je vous ferai fusiller et viendrai la prendre moi-même sur votre petit cadavre républicain. Ceci est mon royaume, monsieur le fils de nègre. Et vous, vous n'êtes qu'une poussière sur mes bottes. En Algérie. Le trésor des Saxes de Bourville est en Algérie. Louis! Mon cher Louis, voici Alexandre Dumas, vaudevilliste. Monsieur de Bourmont. Monsieur Dumas, je vous présente Monsieur de Bourmont, ministre de la guerre. Vous ne profitez pas de la fête, Jules? Mieux encore, j'en prépare une autre. Monsieur de Bourmont, combien avons-nous d'hommes prêts à combattre? Je dirais 30 000, 35 000 en mobilisant. La flotte? Environ 500 bâtiments. Et en combien de temps pouvons-nous mobiliser? 1 mois. Arrêtez la voiture. Pardon? Arrêtez la voiture! Vous êtes en train de me dire 132 ans d'occupation, de bataille, de massacre, pour un trésor? Non. Pour une histoire? C'est un avion là-bas. Les croisades, la révolution, et quoi après, le pape? Il y a un aéroport ici. C'est juste une petite piste, un avion de tourisme. Vous ne trouvez pas ça un peu gros? Je vous demande pas d'y croire. Et le carnet alors? Vous l'avez lu? C'est le pilote de l'avion là-bas, comment s'appelle-t-il? Mokhtar. Et la voiture? Vous l'avez retrouvée? Oui, enfin non, mais si, mais c'est une longue histoire. Monsieur Mokhtar, bonjour, je m'appelle Martin. Oui, allô? Allô Sylvie, c'est moi. Non, attends, raccroche pas, s'il te plaît, raccroche pas. J'ai droit qu'à un coup de fil et je pourrais pas te rappeler. Voilà, je voulais te dire 3 choses. La première, c'est que j'ai enterré mon père. La deuxième, même si c'est dur à croire, c'est que je t'ai aimé. J'ai tout fait pour être le père que Justine méritait, mais je suis pas son père, je sais pas faire, j'y arrive pas. Et je sais que sans moi, vous serez mieux. Alors écoute-moi Sylvie, je vais essayer d'être le plus concis possible. Avant de te connaître, j'ai fait pas mal de conneries. Je buvais beaucoup, j'ai volé des voitures, j'ai fait un peu de prison. Bon, pas grand-chose, mais assez pour me retrouver seul. Et c'est là que t'es arrivé. Et honnêtement, sans toi, je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais là, je suis au poste dans les Ardennes. On m'a confisqué la bagnole, et la bagnole, comme tu le sais, je l'avais achetée à Julien. Et Julien, il l'avait volée, et ça je le savais. Du coup, ça s'appelle du recel, ça s'appelle une récidive, et ça va me faire plonger pour 1 an ferme. Et ça, je veux pas. Je peux pas partir en prison pour 1 an, alors je pars. Martin. Je quitte le pays, je pars. Je sais pas où, je sais pas si je vais rentrer, mais demain je passe la frontière. Voilà, le flic commence à me faire des signes, alors pardon Sylvie, pardon d'avoir été ton boulet, il a fallu que j'enterre mon père pour comprendre, mais il est temps que je me débrouille tout seul. Alors merci Sylvie, dis à Justine que je l'aime, je sais pas, invente un truc, mais s'il te plaît, lui dis pas que je vous ai quitté. Hein. Et oui, une dernière chose Sylvie, t'es toujours là? Oui. Je t'ai piqué 5000 francs.
fermez les portes, je voudrais vérifier le moteur. 5 000 francs. De l'époque, ça fait pas énorme. En dinars, ça ferait... Justine, ce n'était pas votre fille? Oh, si je multiplie par 100... Ah non, c'était celle de Sylvie. Et donc, le lendemain, j'ai quitté la France. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, alors j'ai négocié de faire un petit tour du site. Je le paye à l'atterrissage. Attendez, vous lui avez parlé 5 minutes et il vous confie son avion. Ah, que voulez-vous? S'il y a une chose que je crois savoir faire, c'est raconter des histoires. Vous savez piloter? Oh oui, j'ai pris quelques cours par correspondance. Check. Maman, Check. j'ai peur. Oh, et puis j'ai laissé la Jeep comme caution. Maman? Laissez-nous descendre. Ah non! Les portes sont fermées, le moteur est en marche, et les ceintures alors. Bon, donc le lendemain, j'ai quitté la France. Concentrez-vous sur l'avion. Oh mais vous inquiétez pas, j'ai fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins 2. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, hein, je mets les gaz. Hein. Quel rétro? Oh, alors je mets les... Je plaisante! Vous avez vu? Les doigts dans le nez. Mokhtar fait de grands signes. Il a pas l'air très content. Oh oui, je crois lui avoir dit que nous allions vers le sud. Pourquoi on va où là? À Alger. À Alger? Oui, je dois y faire un tour, un petit saut, mais je vous ramène après, promis. Mais la Jeep? Je l'avais louée. Oh, mais profitez du voyage, il y en a pour 2-3 heures. Donc, comme je vous ai dit, le lendemain, j'ai quitté la France. Et vous êtes allé où? Sur les traces d'Adélaïde. Et le carnet, vous l'avez ouvert? Les Indes, la Chine, l'Afrique. Et puis? Et puis, un jour de 1994, 5 ans après, j'ai atterri au Canada. Lucie, tu vas ouvrir? Non, je peux pas, je chatte. Tu quoi? Je chatte. C'est quoi ça? Ben, je cause avec des membres sur ordinateur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut parler à un ordinateur? Bon bah voilà, Lucie hésite entre danseuse étoile, star à Hollywood ou prof de philo. Ah, nous on essaye de l'orienter subtilement vers la 3e option. T'as toujours pas d'accent, toi, hein? Non, je sais, on m'appelle la française. T'as l'air détendu, Martin. T'as rencontré une femme? D'une certaine manière, ouais. Enfin, elle est morte. Non, mais elle était déjà morte quand je l'ai rencontrée. Enfin bref, t'es descendu voir le père? Ouais, j'ai payé les dettes. Ah, c'est bien, j'ai pas trop... T'en fais pas, j'ai racheté la maison. Non. Je savais pas quoi faire de tous ces putains de livres, alors je les ai laissés là, et comme ça, si tu as envie d'y retourner un jour... Bon, t'étais où, toi, pendant ces 6 ans? Oh, un peu partout, je m'emplissais. Tu picolais? Mais non, je lisais, j'apprenais, j'étudiais. J'enquête en ce moment sur une famille qui aurait vécu du Moyen-Âge à la Révolution. Je t'en ai déjà parlé, je crois. Les Saxe de Bourville, c'est une obsession. Ben, j'ai des raisons de croire que... C'est une légende. T'es bien le fils de ton père, toi. Pourquoi tu dis ça? Bon, c'est tout papa, ça enquêter sur des histoires. Pourquoi tu crois qu'il s'était retiré dans les Ardennes? Ben, je sais pas, il enquêtait sur quoi? J'en sais rien, des mythes, des histoires, tu sais, ça remonte à loin. Hein. Ben, raconte. C'était il y a 15 ans. Elle est morte quand déjà, maman? En 75. Ouais, c'était 3 ans après, en 78. Ah, à Aix? Oui, à Aix. Toi, t'étais en pension, moi, je venais d'avoir mon diplôme. Et papa venait de prendre sa retraite. Camille, Qu'est-ce qu'il y a? viens t'asseoir un peu à côté de moi. Papa, je surveille les pattes, là. Les pattes, Camille, franchement, c'est ça ton excuse? Assieds-toi, je te dis. Ça va la vie en ce moment? Bon, qu'est-ce que tu vas m'annoncer? T'as une nouvelle copine, c'est ça? Mais non! Et toi? T'as un nouveau copain? Bah non, sinon je serais pas là de faire des pattes. Écoute-moi bien, Camille.
Écoute cette histoire. Aux temps anciens, je veux dire, il y a des dizaines de milliers d'années, lorsque l'homme était encore nomade, il célébrait la femme comme une déesse, car elle était celle qui donnait la vie, et il ne pouvait l'expliquer. C'était le culte de la fertilité, de la grande déesse ou déesse-mère. Puis, petit à petit, l'homme s'est sédentarisé. Ils se sont regroupés en petits villages et ont développé notamment l'agriculture. Papa, j'ai un diplôme d'histoire. Je sais, Camille, mais tu ne sais pas tout. Avec la sédentarisation, l'homme s'est mis à cogiter. Et il a fini par faire le lien entre l'accouplement et la naissance d'un enfant. Il a alors cessé de considérer la femme comme une divinité, puisque c'était lui, et lui seul, qui la fécondait. Il a pris peur. Il a enfermé sa femme et s'est mis à célébrer le phallus plutôt que la déesse-mère. Je connais cette théorie. Bien, nous sommes donc passés d'un système matriarcal à une société patriarcale. Mais une petite communauté a refusé cette transition. La femme restait la patronne de la maison et l'héritage se transmettait de femme en femme. Elles décidèrent de placer avant tout l'éducation et le savoir, puis aidées par la science du calcul, devinrent de solides gestionnaires. Cette petite communauté, tu t'en doutes, n'était pas bien vue du reste de la société. Non seulement leur richesse s'accroissait, mais la dominance féminine en était la raison principale. Ainsi, elles entrèrent dans la clandestinité. Comment s'appelait-il ? À ce stade, elles n'avaient pas encore de nom. Leur histoire se transmit d'abord oralement, puis dès l'invention de l'écriture, sur l'ensemble des supports disponibles. C'était les hommes qui occupaient cette fonction d'information et de désinformation. Les femmes, elles développèrent une philosophie rationnelle et athée. Et pour répondre à ta question, c'est à l'époque de la Grèce antique que l'on trouve pour la première fois un nom à cette communauté. Ils se nommaient les Lysistrates. Au fil des temps, ils s'attribuèrent un emblème. L'emblème était un arbre représentant le savoir, en forme de calice, symbole de la femme, et donc par ricochet de la vie. Attends, tes Lysistrates, là, tu les as trouvés où ? Aucun traité ne les mentionne, ils ne sont cités dans aucun livre d'histoire. Mais l'histoire évolue, Camille, l'histoire est mouvante, elle n'est pas gravée dans la pierre. Nos souvenirs, notre mémoire, ils s'estompent et s'embellissent. Tu as des sources, papa ? J'ai des sources, oui. Je serais curieuse de les entendre. Tu dois promettre de ne pas te moquer. Fais-moi rire. Les romans. Les romans. Les romans les plus anciens. Vois-tu, il est de mon avis que derrière chaque fiction se cache un fait réel. L'Odyssée, l'Iliade, l'Énéide, tous relatent des faits extraordinaires, inspirés d'une réalité historique avérée. Eh bien, tous font mention des Lysistrates. De manière détournée, bien sûr, mais c'est pour moi la preuve de leur existence. Papa. Artamène ou le Grand Cyrus, écrit au XVIIe siècle, le plus long roman connu à ce jour. Je connais Artamène, papa, il fait 13 000 pages. Personne ne l'a jamais lu en entier. Je l'ai lu, moi, et il y est fait mention 7 fois des Lysistrates. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne. Cachée, codée, mais elle existe. Mais patron est trop cuite. Viens avec moi, Camille. Je pars à l'aventure, à la recherche des Lysistrates. Au fait, papa, on m'a proposé un poste. J'ai trouvé une petite maison isolée dans le nord de la France. Au Canada. Un village paisible au cœur des Ardennes, Linchamp. J'ai besoin de voir l'hiver. À Linchamp ? Quoi ? Linchamp ? Oui, Linchamp. Je dois retourner à Linchamp. Les carnets sont à Linchamp, ils sont dans la voiture. Je dois la retrouver. La clé est à Linchamp. La clé de quoi ? Adélaïde était à Linchamp. Papa cherchait Adélaïde. C'est qui Adélaïde ? Papa savait tout. C'est qui Adélaïde ? Je dois retourner en France. On s'est endormi ? Il est quelle heure ? C'est le matin, mesdemoiselles. Jeanne ? Je suis là. Il est quelle heure ? On est à Alger ? Alors, pas tout à fait.
Il y a eu quelques perturbations climatiques. J'ai volé quelque temps au-dessus de la mer et puis ça s'est pas arrangé. Alors j'ai mis le cap au nord et... Bonjour, messieurs, dames. Police des frontières. Veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît. On est à Marseille. Bon, alors là, je récapitule depuis le début, parce que vous m'emboucanez, je ne comprends plus rien. Donc, vous êtes parti ce matin d'un petit aérodrome algérien à proximité de... Mechta la Yadat. Majda la Dada. Et là, ça se complique légèrement. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous atterrissez à Marseille sans autorisation. Oui. Avec cet avion dont vous ne possédez pas les papiers. Effectivement. Puisqu'il vous a été confié par un certain Mokhtar dont vous ne possédez pas dont vous ne connaissez pas, pardonnez-moi, le nom de famille. Voilà. Oh, il est gentil, Mokhtar. Je peux vous demander vos papiers, mesdemoiselles. C'est-à-dire... Excusez-moi, pardon. Est-ce que je peux vous parler 5 minutes sur la seule 2 minutes, pas plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quoi? Nous n'avons pas nos papiers. Vous avez volé un avion. Emprunté. Vous parlez 2 minutes au douanier et il nous laisse repartir. Que voulez-vous? Si je vous l'ai dit, je ne sais faire qu'une chose. Raconter des histoires, oui, j'ai compris. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Les choses finissent toujours par s'arranger. Heureusement que vous connaissez quelqu'un à Marseille qui puisse nous héberger. Comment l'avez-vous su? De quoi? Qu'il habitait à Marseille. C'est vous qui me l'avez dit. Oh, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas lui là-bas? C'est lui. Jeanne? Bonjour, Jeanne. Bonjour, papa. Bonjour, vous êtes bien chez Camille, Henri et Lucie. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez un message. Ouais, allô Camille, c'est moi. Bon, je pensais pas tomber sur ton répondeur. Bon, je savais même pas que tu avais un répondeur. Bah, c'est con, j'ai droit qu'à un coup de fil. Bon, je voulais te dire que je suis bien arrivé, je suis en France, tout va bien. On s'occupe bien de moi. Ah oui, j'avais dit que je donnerais des nouvelles. Je pense que pendant quelques mois, je vais un petit peu faire le mort, hein, mais tout va bien, tout va bien. Et puis? Je crois que Jeanne va vouloir rester à Marseille avec son père. Non, vous. Moi? Voilà, alors on me fait signe de raccrocher, alors embrasse tout le monde, et puis ben, dis à Lucie que moi je peux faire danseuse étoile. J'ai atterri en France, j'ai été arrêté à la frontière et j'ai pris 6 mois ferme. Vous avez fait 6 mois de prison? 3. Je m'entendais bien avec le personnel, avec le détenu aussi d'ailleurs. Et puis, je suis retourné à Linchamp. Nous étions en janvier 1995. Et avant, je suis allé voir le poste de police. Et j'ai réussi à les persuader de me donner l'adresse de la case où la voiture avait été stockée. Et ils vous ont donné l'adresse? Attendez, ça me dit quelque chose. Une 504 grise, c'est ça? Modèle 78. Ah bah vous savez, je vais la trouver, parce qu'ici, il n'y a que 2 solutions. Soit elle est toujours encore là, soit elle a été compressée. Alors, attendez. Ah, voilà. Peugeot 504 grise, modèle 78, volée. Immatriculée 1280 ST 91. C'est ça. Eh ben voilà, elle est là. Ah, elle est encore là? Enfin, je veux dire, elle est là, dans les fichiers, parce que elle a été compressée. Pardon? Ben oui, c'est écrit là, regardez. Juin 1991, CPS. C'est la compression de compresser.
Mais qu'est-ce qu'il en reste? Rien. 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 Un cube de métal. Mais les livres, les carnets. Perdu à jamais. Mais personne n'avait ouvert le coffre. Personne. Vous êtes en train de me dire que tout ça, pour ça? Oui, tout ça pour ça. Des années, des centaines d'années d'histoire réduites à un cube de métal. Toute votre histoire s'arrête là. Eh oui. Enfin, presque. Je suis retourné chez mon père, j'ai fait un immense ménage, j'ai dépoussiéré les livres et je les ai lus. Et puis un jour, parmi les livres, j'ai trouvé un carnet. Ce n'était pas l'écriture d'Adélaïde, c'était celle de mon père, très brouillonne, presque illisible. Il avait noté une somme d'informations colossales tirées de romans, de poèmes, de pièces de théâtre. Et au milieu, une date était entourée en rouge, 1348. 1348. Les hommes et les femmes tombaient comme des mouches. La grande peste avait envahi l'ensemble du sud de la France. Le pape alors vivait en Avignon. Au cours de l'été 1348, 60 000 Avignonnais allaient périr du même mal, plus de la moitié de la population de la ville. À l'abri des hauts murs de son palais, le pape Clément VI priait lui aussi pour le salut de son âme. O salutaris hostia que coeli pendis ostium, et la premunt hostilia d'argu fera auxilium. Uni trinoque dominocit sempiterna gloria qui vitam sine termino nobis donet in patria. Amen. Bonsoir, mon père. Qui êtes-vous? Nous avons interrompu vos prières. Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? Pour l'heure, mon nom importe peu. Sachez que nous sommes ceux qui vous ont permis de construire vos églises, de bâtir votre palais. Nous sommes ceux qui vous ont offert l'habit que vous portez. Quelle est cette plaisanterie? Il y a de cela 1000 ans, votre prédécesseur s'appelait Sixte le II. Il ne portait pas encore le nom de pape, mais simplement d'évêque. Il ne vivait pas encore en Avignon, mais à Rome. Et en juillet de l'an 258, il se terrait dans une catacombe au bord de la voie Appienne. Qui es-tu? Ne crains rien, je ne suis pas un danger. C'était pour les chrétiens des temps difficiles. Au contraire, je suis venu t'offrir mon aide. Qui êtes-vous? Pour l'heure, mon nom importe peu. Il te suffira, je crois, de regarder cette bague. Il vous suffira de regarder cette bague et vous saurez à qui j'appartiens. L'arbre calice? L'arbre calice? Ainsi, vous n'êtes pas une légende. Non, mon père. Je suis à la fois un mythe et une réalité. Je suis à la fois un tout et un individu. Nous sommes les Lysistrates. Qu'attendez-vous de moi? De toi, rien. Les Romains te tueront bientôt. De ton Église, beaucoup. J'attends que vous les convertissiez tous à ton Seigneur Jésus-Christ. J'attends que vous les sauviez. Que nous les sauvions? De quoi? De l'Empire. Tu es grec, comme moi. Et au fond de toi, comme moi, tu sais que le salut de l'homme est dans la démocratie. Dans 1000 ans, 2000 ans peut-être, le pouvoir reviendra au peuple. Votre religion n'est que le premier mouvement sur l'échiquier. Je ne vous comprends pas. Peu importe. Je suis ici pour te dire que nous allons vous offrir des moyens illimités. Par quel miracle? Vous allez faire le commerce de la seule chose qui existera tant qu'existera l'humanité. Quelle est cette chose? La mort. La rémission des péchés de l'homme avant la mort. C'est nous qui vous avons appris à en faire le commerce. Et ce commerce vous enrichira plus que toute nation ou que tout empire. Pendant 1000 ans, grâce au commerce des indulgences, et en contrepartie de seulement 10% des revenus, nous vous avons permis de bâtir des chapelles, des églises, des cathédrales. Quant à nous, nous garderons chaque pièce que vous nous verserez, et ces pièces deviendront un trésor. Un trésor que vous et vos moines soldats n'avez cessé de chercher comme des chiens, mais que ni vous ni les rois n'avez jamais trouvé. Qu'attendez-vous de moi? On m'a dit que vous souhaitiez acheter Avignon. La reine de Naples nous en demande 80 000 florins d'or. Et que votre palais, je crois, est toujours en travaux. Sans compter ce fléau qui décime les croyants et affaiblit leur foi.
Allons, mon père, cessez vos prières. Je viens vous apporter aujourd'hui ces 80 000 florins d'or. Qu'avez-vous à y gagner? Moi, rien. Voici ma fille Jeanne. Vous lui offrirez des terres bénies, un nouveau nom, une double particule. Les Lysistrates disparaissent aujourd'hui, mon père. Longue vie aux Saxes de Bourville. Maman, je reste ici. Qu'est-ce que tu dis? Je reste avec papa, à Marseille. Il est d'accord. Je veux aller au lycée, ici. Et moi, je retourne au Canada. Je vais raconter ça à ma sœur, lui expliquer. Voulez-vous venir avec moi? Pardon? Voulez-vous m'accompagner, Alia? Je n'ai pas mes papiers. Oh, si ce n'est que ça. Nous sommes dans un port. Regardez ce grand voilier là, amarré. Je suis sûr que je peux les persuader de nous prendre avec eux. Vous ne savez même pas où ils vont. Je vais leur demander. Maman, tu ne sais rien de cet homme. Toute son histoire n'est qu'une histoire. Ce sont des mots de l'air en vibration. Et si je veux y croire, moi? Si je choisis d'y croire? Monsieur Martin, si vous parvenez à convaincre l'équipage de ce voilier de nous prendre, je vous suis. Tenez, Jeanne, j'ai quelque chose pour vous. Depuis 13 ans, je le garde sur moi, par tous les temps. C'est le carnet que j'ai récupéré dans la voiture avant de me retrouver au poste. C'est le dernier carnet d'Adélaïde. Tenez, il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Paris, 17 septembre 1870. Je reviens à Paris pour la première fois depuis près de 50 ans. Paris aujourd'hui est encore plus beau que d'habitude, car Paris est libre. Il y a 10 jours, l'Empire a été renversé. Je pénètre dans la maison d'Alexandre Dumas. J'ai 78 ans, il en a 68. Je marche à l'aide d'une canne. C'est un vieil ami que je viens retrouver. C'est son fils qui, doucement, m'amène à lui. Alexandre, terrassé par une attaque, est à moitié paralysé. Il a eu un accident. Il s'est effondré d'un coup. Les médecins ne sont pas très optimistes. Demain, nous partons pour Dieppe. J'ai une maison dans les environs. L'air marin lui fera du bien. Vous croyez que je peux lui parler? Ah, je pense que si je ne vous laisse pas lui parler, il me déshéritera. Père, vous avez de la visite. Cher ami. Ah, madame, je vous ai tant attendu. Si ce n'était cette vilaine attaque qui m'a paralysé, je vous prendrais dans les bras et vous embrasserais comme un jeune homme. Enfin, je peux mourir. Je vous ai lu, vous savez. Vous m'avez transporté. Et vous m'avez fait rêver. J'ai conservé chacun de vos carnets. Et je veux vous affirmer que personne, hormis moi-même, n'en a jamais lu une seule ligne. Je le sais. Vous êtes venu les reprendre? Je dois les détruire. Non, non. Vous ne pouvez pas. Les enterrer alors? Si vraiment il le faut. Et vous avez trouvé votre petit trésor? Je l'ai trouvé. Et? Je l'ai enterré. Voyez-vous, Alexandre, il ne nous sert plus à rien, car nous avons gagné. Vraiment? Depuis 10 jours, l'Empire est renversé. Il ne reviendra plus ici, ni la monarchie, ni la tyrannie. Il y aura des guerres, bien sûr. Et pour l'heure, notre victoire est circonscrite à la France. Mais je veux croire que celle-ci sera un jour un phare pour le reste du continent, pour le reste du monde.
Vous dites nous, mais de qui parlez-vous? Mais de vous, de moi, de ma famille, de mes ancêtres, de ceux dont les rêves façonnent l'avenir et glorifient le passé. Ah, comme vous êtes belle, Adélaïde. Veuillez cesser, Alexandre. Alors ça, jamais. Pour la guerre, cela suffit. Mais pour l'amour, on ne doit jamais cesser d'aimer. La douche est ici, il y a des serviettes propres, on lève l'encre dans 10 minutes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Comment avez-vous fait? Que lui avez-vous raconté? Oh, et puis, peu importe. Je veux la suite, je veux la fin de l'histoire. Oh, je suis fatigué de parler. J'ai la gorge sèche. Dans une de mes mains, il y a une pièce. Si vous tombez dessus, je continue mon histoire. Encore. Encore une fois. Je n'ai rien à vous offrir que la vérité. Je n'ai pas trouvé le château perdu d'Adélaïde. Je n'ai trouvé que des livres, des mots, des rêveries. Je n'ai trouvé que du vent. Encore une fois. Je choisis cette main. Maintenant, ouvrez l'autre. Si cette main est vide, c'est que celle que j'ai choisie contient une pièce. Ça y est, vous êtes passé du côté des livres. Je n'ai jamais trouvé le château. Mais un jour, je compris tout à coup le message et la charge que m'avait confié mon père. En me tenant sur sa tombe, au milieu du cimetière, je pus apercevoir à travers le portail un chêne. Le chêne, vieux d'au moins 150 ans, semblait se mêler aux ferrures du portail et former ainsi un calice. Je partis inspecter cet arbre et constatai que son écorce était gravée de symboles très étranges, anciens, du sanskrit. Tous ces symboles mis bout à bout formaient une phrase. Veda Prashtana Jivasya. Le savoir est la source de la vie. Mais aussi, la source de la vie est celle qui sait, ou la femme sait. Adélaïde savait. Le soir venu, armé seulement d'une pelle, je suis retourné auprès de cet arbre. Pour pouvoir creuser. Creuser entre les racines entrelacées. Et au bout de quelques heures de travail acharné, ma pelle heurta quelque chose. Un coffret rempli de florins d'or. De florins, de rubis, de diamants, de perles. Le matin allait bientôt venir. J'ai pris le coffre et j'ai rebouché le trou. Je savais que j'avais le temps et l'argent, je n'étais plus inquiet. J'ai acheté les terres alentours, toutes les terres alentours, jusqu'au cimetière lui-même. J'ai acheté un château qui jadis avait appartenu à Jules de Polignac. Et pierre par pierre, je l'ai amené à Linchamp, autour de cet arbre. Puis le soir, à l'abri de ce château, j'ai creusé, et creusé, et creusé. Qu'avez-vous trouvé? Un coffre, et encore un autre coffre, et encore un autre coffre, des dizaines de coffres empilés les uns sur les autres, faits du meilleur bois. Chacun de ces coffres contenait la fortune d'un petit pays. J'étais riche, immensément riche, mais cette fortune ne m'appartenait pas. Et alors? Alors, comme je suis allé chercher le trésor, je suis allé chercher l'héritière. Non. Adélaïde n'était pas malade sur le tableau d'Eugène Delacroix. Elle était enceinte. De qui? Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle a eu un fils, Hicham. Qui lui-même a eu une fille, mariée à Youssouf Ibrahim Jawad, un poète algérien. Ensemble, ils eurent 3 enfants, 3 fils, Richard, Mohamed et Youssouf. Richard est mort à l'adolescence d'une suce de cheval. Youssef a terminé sa vie sans enfant. Et Mohamed a une seule fille, Yasmina, née en 1912 et mariée en 1934. Aoussine Ben Mahmoud. Aoussine Ben Mahmoud. Ensemble, ils ont eu un fils,
Kateb Ben Mahmoud. Kateb s'est marié à une Française, Sophie Martigues. Ils n'ont eu qu'une fille, née le 1er avril 1966, et ils l'ont appelée Alia. Alia. Je suis le porteur d'histoire. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de porteur et raconteur d'histoire. Et vous êtes Alia Ben Mahmoud de Saxe de Bourville. Non. Vous possédez une fortune immense, inestimable, le pouvoir d'influencer le monde, de lever des armées, d'embraser des nations. Non. Un jour, votre fille, Jeanne, prendra votre suite. Et sa fille après elle, et après elle, sa fille. Ce ne sont que des histoires. La Jeep vous appartenait. L'avion également, ce navire aussi. Les serviettes sont brodées au nom des Saxes de Bourville. Je ne vous crois pas. Je vais appeler l'hôtesse. Appelez-la. Madame. Elle s'appelle Nadia. Madame, à qui appartient ce bateau? Mais à une riche famille de la vieille noblesse française. Leur nom, quel est leur nom? Dites-le lui. Leur nom, c'est... Le 18 mai 2001, Alia Ben Mahmoud et Martin levèrent l'ancre, et plus jamais je ne revis ma mère. Le 4 septembre 2006, j'obtins une licence en littérature ancienne à l'Université de Provence. Le 17 mai 2008, à Villers-Cotterêts, au musée Alexandre Dumas, je contemplais longuement les premières pages manuscrites du conte de Monte Cristo. Les œillets, les apostrophes, les majuscules et les accentuations étaient les mêmes que celles contenues dans le carnet d'Adélaïde. Et je compris. Alexandre Dumas, romancier, raconteur d'histoire, avait inventé et couché sur papier une vie de voyage et d'aventure, la vie d'une femme composée de toutes pièces sous la forme d'un journal intime. Dumas, mort en 1870, avait enterré dans un petit cimetière de province la somme de ses écrits dans un cercueil au nom de son héroïne, Adélaïde Antès. Qu'est-ce qu'une histoire? Une histoire? C'est le fondement d'une vie humaine. Le 8 juillet 2011, Jeanne revient pour la première fois chez elle depuis 10 ans à Mechtal-Ayadat. Rien n'a changé. Seule la poussière s'est accumulée sur les meubles. Je passe la main sur les livres de la bibliothèque et saisis un volume au hasard. C'est l'Énéide de Virgile. Ah, j'en connais les premiers vers par cœur. Dans la fleur de mes ans, à l'ombrage des hêtres, je faisais résonner mes airs doux et champêtres. Jeanne, très lentement, ouvre le livre. Puis elle lit les premiers mots. Scientia est principium vitae. Le savoir est la source de la vie. Jeanne reste pétrifiée. Sur la tranche du volume, qu'elle n'ose à peine regarder, elle remarque un arbre en forme de calice. Ses mains tremblent. Le livre lui échappe. Pendant un instant, elle étouffe. Elle ne peut plus respirer. Alors, elle relève les yeux et tout en contemplant la bibliothèque des Saxes de Bourville, la bibliothèque d'Adélaïde, sa bibliothèque, elle se met à y croire.